Voilà, donc le plan de la présentation, on va d'abord parler de généralité sur le cancer du sein, vous donner quelques chiffres. On va parler ensuite des facteurs de risque du cancer du sein. On dira un petit mot sur les cancers dits évitables. Et puis, donc, le gros du sujet, ça va être sur la pollution chimique et le cancer du sein. Que dit la science? Un petit mot sur l'alimentation bio. Et puis, ça sera ensuite la conclusion. Donc, quelques généralités, quelques chiffres. Euh, un petit rappel, des petits rappels sur le cancer du sein. Donc, le cancer du sein, sur le sein, pardon. L'anatomie du sein donc, est formée d'une glande mammaire et de tissus graisseux, hein. La glande mammaire, c'est tout ça, hein, la glande, elle est formée de lobules et de canaux. Et puis, donc, tout autour, on va avoir du tissu essentiellement graisseux. Alors, il faut savoir que le sein, il commence son développement pendant la vie fœtale et il va terminer son développement avec la première grossesse et l'allaitement. Hein, c'est là où la cellule mammaire va arriver à maturité. Et le sein, il est sous dépendance hormonale et il va évoluer toute la vie. Alors, les chiffres du cancer en France, donc en 2023, on avait plus de 400 000 nouveaux cas de cancer, 57% chez les hommes et 43% chez les femmes. On a depuis 1990 une augmentation enfin les taux ont doublé, hein, plus de 98% chez l'homme et plus de 104% chez la femme. Ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement une partie de cette augmentation est liée à la croissance de la population. Une partie est liée au vieillissement, hein. C'est le cas chez les hommes, près de 50% des cas sont liés au vieillissement. Chez la femme, c'est beaucoup moins, hein, c'est moins de 30%. Et il y a 20%, c'est vraiment une augmentation du risque de cancer, hein. Et vous voyez que c'est 20% chez l'homme et chez la femme, c'est près de 50%, hein. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est intéressant parce que pendant longtemps, quand on parlait d'augmentation des cancers, on nous répondait oui, mais le dépistage, oui, mais la croissance de la population, oui, mais le vieillissement de la population explique. Et là, on voit que c'est vraiment une augmentation du risque, hein. Et ça, c'est tiré d'une brochure qui s'appelle Panorama des cancers en France, hein, qui a été publiée en 2024. Donc, c'est une étude, enfin, un rapport officiel, hein, de l'Institut national du cancer et des autorités sanitaires françaises. Alors chez la femme, bah, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du sein, hein. En 2023, il y avait plus de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein. Alors, petit quiz, à votre avis, quelle proportion de femmes est atteinte d'un cancer du sein en France? Une sur 5, une sur 8, une sur 10 ou une sur 15? Est-ce que vous pouvez redonner le code Euh, pour accéder au quiz? le code, bah, tenez, il est juste en haut là, KATQFX. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de prendre le code et je ne le vois pas sur le tableau. Et le code que j'ai pris est pas bon. Oui, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Alors, donc le cancer du sein, oh mince, euh, la réponse correcte, donc c'était 1 sur 8, une femme sur 8. C'est le premier cancer de la femme en France et dans le monde.
Il touche une femme sur 8 en France. Une femme sur 10, en fait, c'était pas complètement faux, mais c'est lorsqu'on ne compte pas les cancers dits in situ, les cancers du sein qui sont in situ, c'est-à-dire qu'ils sont restés au niveau des canaux et qui n'ont pas la gravité d'un cancer du sein infiltrant. Voilà. Mais retenez donc, une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein en France. Et il se développe dans les trois quarts des cas chez les femmes de plus de 50 ans. Alors, parmi ces affirmations concernant l'incidence du cancer du sein, laquelle ou lesquelles sont vraies? Alors, l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an. Ben, ça me paraît pas mal. Effectivement, donc il y a une augmentation régulière de l'incidence avec doublement du nombre des nouveaux cas en 30 ans. Vous voyez que là, sur les chiffres donc, du cancer du sein, en 1990, on avait près de 30 000 nouveaux cas par an. Donc en 1990, on a eu 30 000 nouveaux cas. Et en 2023, donc il y a plus de 60 000 nouveaux cas, donc une augmentation enfin, de plus de 104%, donc un doublement du nombre de nouveaux cas, et avec une variation annuelle qui est de 0,9%. Ah, c'est pas là. Hop. Et oui, malheureusement, la France a le plus haut taux de cancer du sein du monde, devant la Belgique et Chypre. Alors pourquoi est-ce qu'on a le plus haut taux? C'est difficile de répondre parce qu'il n'y a pas de données comparatives par rapport aux autres pays. Donc on est un pays riche, donc avec une vie reproductive qui va avec, c'est-à-dire des grossesses plus tardives. On le verra, c'est important, moins d'enfants. Le dépistage, mais ça, enfin, on est un pays riche, mais bon, on n'est pas le seul pays riche, hein, c'est pareil dans tous les pays développés. Le dépistage, non, parce qu'il y a d'autres pays qui ont aussi le dépistage, notamment en Europe, et qui ont même des taux de dépistage beaucoup plus importants que nous. Et puis, le vieillissement de la population, ça n'explique pas non plus, puisque bah, les autres pays européens sont à peu près dans la même situation que nous. Alors, les hypothèses qui sont évoquées, c'est peut-être l'alcool, parce qu'on sait que la France est un des pays européens les plus consommateurs et on a une augmentation de la consommation des femmes de plus de 35 ans en France. Il y a les aliments ultra transformés, le travail de nuit qui peut jouer, on le verra, mais là aussi, on n'a pas vraiment a priori, pas vraiment beaucoup de différence avec les autres pays. Euh, Peut-être le dioxyde d'azote, on le verra, hein, c'est un facteur de risque et la France est l'un des pays qui affiche les concentrations maximales les plus élevées. Voilà, mais bon, on n'a pas de réponse claire. Et puis, effectivement, bah, on a une augmentation de l'incidence chez les plus jeunes. Vous voyez, là, c'est un graphique qui montre l'évolution chez les femmes de 30 ans, hein, avec une augmentation, voilà, la courbe qui va vers le haut. Et pareil chez les femmes de 30 à 49 ans. Et chez ces femmes-là, hein, encore une fois, on ne peut pas parler des bénéfices du dépistage, ni du vieillissement, puisque par définition, ce sont des femmes jeunes. Alors, quels sont les facteurs de risque du cancer du sein? Alors, le cancer, en fait, ça part d'une ou plusieurs cellules de l'organisme qui vont se dérégler. Et ça va être le résultat d'un certain nombre de facteurs qui interagissent entre eux. Hein, ce n'est pas un facteur qui va faire que un cancer va apparaître.
Alors, il va y avoir des facteurs externes que maintenant on appelle exposomes, et puis des facteurs internes. L'exposome, c'est tous les facteurs auxquels on va être exposé pendant toute notre vie. Alors, il y a des facteurs euh, d'environnement au sens strict, enfin voilà, de l'extérieur, les rayonnements, les virus, tout ce qui est pollution, produits chimiques, le travail aussi, hein, puisque au travail, on peut être exposé à des cancérogènes. Il va y avoir aussi notre mode de vie, nos comportements, hein, le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'activité physique, tout ça, ça peut jouer sur le risque de cancer. Et puis, il va y avoir des facteurs internes. Alors ça, les facteurs externes, on peut agir sur ces facteurs. Enfin, on peut agir. En théorie, on peut agir. Et à côté de ça, il va y avoir les facteurs internes, donc qui sont liés au vieillissement. Hein. Plus on vieillit, plus le risque de cancer augmente parce qu'on va avoir une cumul des agressions qui vont être subies par les cellules et des processus de réparation qui sont moins importants. Et puis, il va y avoir les facteurs héréditaires ou avec des mutations génétiques. Donc, sur ces facteurs, voilà, on ne peut pas avoir d'action. Alors, parmi ces facteurs de risque, à votre avis, lequel ou lesquels concernent le cancer du sein? C'est bon? T'as l'air. Alors, bah, c'était tout sauf le soleil. Ah, le soleil, pour l'instant, n'a pas montré d'action sur le cancer du sein. Les facteurs, donc les facteurs de risque du cancer du sein liés au mode de vie et au comportement, ça va être déjà tout ce qui va être lié à l'imprégnation en œstrogène, c'est-à-dire une puberté précoce, euh, une première grossesse tardive, hein, on l'a vu, puisque hein, on en a parlé, les cellules mammaires ne deviennent matures qu'avec une grossesse, après la première grossesse, peu ou pas d'enfants, peu ou pas d'allaitement. On sait que l'allaitement, ça va être un facteur protecteur si l'allaitement dure plus de 6 mois et une ménopause tardive, hein. Tout ce qui va en fait exposer la femme à des taux importants à des taux d'œstrogène dans sa vie reproductive. La prise de la pilule aussi, hein, on sait que ça augmente un peu le risque de cancer du sein et la prise du traitement hormonal de la ménopause également, une alimentation déséquilibrée, les produits ultra transformés, l'alcool, le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique, hein, on a bien démontré que c'était un facteur de risque de cancer du sein. Et le travail de nuit, hein, il y a de plus en plus d'études qui vont dans ce sens et on, ça pourrait même devenir dans les tableaux de maladies professionnelles. Alors, ce schéma, pour vous montrer comme, comme c'est la complexité des facteurs de risque, en fait, vous voyez que le cancer du sein, c'est un cancer qui est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent influer sur la survenue d'un cancer. Et ces facteurs de risque, en fait, ils peuvent aussi interagir entre eux, hein. Donc ça, c'est pour vous expliquer aussi, enfin, on le verra que c'est très difficile
de mettre en évidence la responsabilité de telle ou telle substance dans la survenue d'un cancer du sein. Quelquefois, quand on voit des patientes, notamment les patientes jeunes, mais pourquoi j'ai un cancer du sein? Voilà, c'est très compliqué. Il n'y a pas un facteur, mais il y a plusieurs facteurs. Alors, quelques mots sur les cancers qu'on dit évitables. Qu'est-ce que c'est que les cancers évitables? En fait, la notion part de ce qu'on appelle la fraction attribuable des cancers. Alors, la fraction attribuable des cancers, c'est un concept épidémiologique. C'est la proportion de maladies que l'on pourrait éviter si l'on pouvait totalement éradiquer l'exposition à ce facteur de risque. Alors, le calcul de cette fraction attribuable, elle est faite à partir de plusieurs données. Le nombre de cas de cancer en France, le niveau de risque de développer un cancer si on est exposé au facteur, le pourcentage de la population exposée et le niveau d'exposition. Alors, est-ce que vous savez si cette affirmation est vraie? Donc, il y a un rapport en 2018 du Centre international de recherche sur le cancer qui conclut que 40% des cancers seraient évitables en modifiant son mode de vie. Est-ce que c'est vrai ou pas? On répond, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un rapport donc de 2018 qui, à partir justement de cette fraction attribuable, euh, montre enfin, estime que 40% des cancers pourraient être évités. C'est 20% des cancers, euh, si 20% des cancers seraient évités si on arrêtait complètement le tabagisme, 8% pour l'alcool, 5,4% pour l'alimentation déséquilibrée, 5,4% pour le surpoids, quelques pourcentages pour le manque d'activité physique, pour le soleil et les ultraviolets, c'est 3%. Et là, il y a le petit côté environnement qui est estimé à environ 10%. Alors, ce rapport, il a des limites. Déjà parce que l'étude a été faite avec des périodes de latence de 10 ans entre l'exposition aux facteurs de risque et le développement d'un cancer, ce qui est insuffisant parce qu'il y a des cancers qui peuvent se développer avec des périodes de latence beaucoup plus longues, entre le moment où la personne est exposée aux facteurs de risque et au moment où le cancer va se déclarer. L'étude a été faite chez les plus de 30 ans, donc ça exclut les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Et puis, surtout, il y a une surreprésentation des facteurs liés au mode de vie. Et les facteurs environnementaux ont été écartés parce que c'est facile d'obtenir des données sur le mode de vie. Hein, par contre, l'exposome est peu ou pas caractérisé. Hein, quand on demande à quelqu'un à quel âge, à une femme, à quel âge elle a eu sa puberté. Bon, généralement, elle se souvient à peu près, enfin, elle sait à peu près. Le nombre d'enfants, etc., ça c'est facile. Sa consommation de tabac, d'alcool, c'est aussi possible à évaluer. Par contre, euh, à quoi elle a été exposée pendant sa vie, c'est quasiment impossible. Enfin, on peut donner très peu, il y a très peu de données qui peuvent ressortir. En plus, il y a eu une communication
avec une vision très simplifiée en présentant tous les cancers confondus au grand public. Hein. Le schéma que je vous ai présenté, voilà, c'est le schéma qu'on ressort partout. Alors pour le cancer du sein, voilà ce qu'on en a tiré. Et c'est assez intéressant. Donc, l'alcool, hein, vous voyez que l'alcool, c'est quand même un facteur de risque important. Le surpoids et l'obésité, le tabac, l'alimentation, les hormones, hein, donc la prise de la pilule et des traitements hormonaux de la ménopause, un allaitement maternel insuffisant, le manque d'activité physique, les expositions professionnelles et les radiations ionisantes. Et vous voyez que ces cancers dits évitables, bah, ils représentent même pas 40% des cancers du sein. Et donc, il y a plus de 60% bah, d'autres facteurs de risque. Hein. Donc là-dedans, on considère qu'il y a à peu près 10% de cancers héréditaires. Hein, c'est 5 à 10% pour le cancer du sein. Mais bon, il en reste la moitié à peu près, une grosse moitié. Voilà, quels sont leurs facteurs de risque? Donc, là, vous voyez qu'il y a une part importante du risque qui reste inexpliquée. Il y a de plus en plus d'études épidémiologiques, d'études chez l'animal et in vitro, hein, ce qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire sur des lignées cellulaires, qui suggèrent le rôle de l'exposition aux polluants environnementaux, en particulier ceux qui ont un potentiel œstrogénique. Et maintenant, il y a de nombreux experts qui sont d'accord pour dire qu'il y a une sous-estimation des facteurs environnementaux. Alors, il y a la politique de prévention du cancer qui a été choisie et qui est largement communiquée, c'est 40% des cancers pourraient être évités en changeant ses comportements. Donc, ça veut dire, ben, ah ben, si vous avez un cancer, ben, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait assez d'activité physique ou parce que vous avez bu un petit peu trop d'alcool ou parce que vous êtes en surpoids. Voilà, donc c'est vraiment un discours qui est culpabilisant. Vous voyez, là, il y a une brochure de l'INCa, Agir pour sa santé, voilà. Il faut vous remuer hein, pour votre santé, enfin vous remuer dans tous les sens du terme. Et puis on parle de capital santé, enfin voilà, c'est vraiment le patient la personne est responsable de sa santé. En plus, il y a une contradiction des recommandations. Par exemple, les nitrites. Hein, quand on regarde les recommandations, eh bien, dans l'alimentation, on nous demande de ne pas consommer de plus de 150 grammes de charcuterie par semaine, parce que la charcuterie est cancérogène, et elle est cancérogène parce qu'elle contient des nitrites. Et ça, on le sait depuis longtemps, hein, le Centre international de recherche sur le cancer a classé les nitrites comme cancérogènes depuis longtemps. Et, euh, et on n'arrive pas à légiférer sur les nitrites. Vous avez sans doute, enfin, vous avez peut-être entendu qu'il y avait eu un projet de loi par un député dont je me souviens plus du nom, Amos, je crois, un nom comme ça, et qui n'a pas abouti parce que l'industrie de la viande et de la charcuterie, en fait, a réussi à faire capoter ce projet de loi. Euh, voilà, donc c'est vraiment d'un côté, on nous dit bah, il faut pas manger trop de charcuterie, et de l'autre côté, on laisse un poison dans notre charcuterie. Pour l'alcool aussi, l'alcool, les recommandations en France sont de ne pas boire plus de 2 verres d'alcool par jour, pas tous les jours, et sans dépasser 7 verres par semaine. Alors qu'on sait que on augmente notre risque de cancer dès le premier verre d'alcool. Donc après, voilà, on prend nos responsabilités. Voilà, je ne dis pas qu'il faut complètement arrêter l'alcool, mais c'est dans les autres pays, en fait, on ne donne pas ces espèces de mesures de sécurité.
On dit l'alcool est dangereux pour la santé, comme le tabac est dangereux pour la santé, et basta. La recommandation, c'est d'éviter l'alcool. Donc, on a quand même en France des lobbies très importants euh, et des considérations économiques qui passent avant la santé publique. Et donc, cette politique de prévention, en fait, elle fait peser le poids de la prévention sur l'individu et pas sur la société. Alors, maintenant, on va parler plus spécifiquement donc, de la pollution chimique et du cancer du sein. Et quelles sont voilà, un peu les données de la littérature. Alors, vous le savez, ben, on est tous contaminés hein, par les produits chimiques. Hein. Depuis les années 1970, le cirque a évalué environ 1000 agents, hein, ce qui est peu. Alors, dans les agences, il y a des produits chimiques, mais il y a aussi des agents physiques et biologiques, des facteurs comportementaux, des expositions professionnelles. Et donc, 534 ont été classés cancérogènes ou potentiellement cancérogènes pour l'homme. On sait qu'on a plusieurs centaines de milliers de substances chimiques qui sont produites par nos sociétés industrialisées et qu'il y a une contamination massive de notre environnement, l'air, les sols, l'eau, les nuages. Vous avez peut-être vu passer tout récemment à cette étude de Clermont-Ferrand qui montre qu'il y a plusieurs tonnes de pesticides dans les nuages, dans l'alimentation, dans tous les produits de notre quotidien. Et cette contamination, bah, elle est aussi dans notre corps. Hein. Quand on cherche, bah, on trouve toujours hein, des produits, les produits chimiques dans le sang, les urines, les cheveux, le cordon ombilical des nouveau-nés. Et puis, on retrouve aussi ces substances chimiques dans les tumeurs mammaires. Il y a une étude qui a été faite à Strasbourg où ils ont recherché un certain nombre de polluants dans les tumeurs qui étaient opérées, hein, donc, et qui étaient analysées. Et en fait, ils ont retrouvé des, des PFAS, hein, les composés perfluorés, et des métaux lourds dans les tumeurs et dans les tissus péritumoraux, hein, là où il y a la graisse péritumorale, en fait, c'est là où ils ont trouvé les pesticides. Hein, donc, c'est assez intéressant. Il y a une étude d'ampleur qui a été publiée en 2024 et qui montre qu'il y a plus de 900 substances, 920 exactement, 920 substances de synthèse qui étaient capables de déclencher des cancers de la glande mammaire chez les rongeurs ou susceptibles d'activer des mécanismes favorisant la maladie dans notre environnement. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vrai, la femme est plus vulnérable aux polluants que l'homme? Oui, c'est vrai. La femme est plus vulnérable déjà parce que, de par ses comportements, hein, on utilise beaucoup plus de cosmétiques que les hommes, de produits ménagers que les hommes aussi. Il y a des activités professionnelles qui sont euh, plutôt féminines et qui sont à risque, comme les fleuristes, les métiers de l'onglerie. Hein, ça, c'est les métiers de l'onglerie. Les personnes sont vraiment exposées à des substances vraiment embêtantes et souvent perturbatrices endocriniennes. Les coiffeuses, les infirmières. Notre métabolisme est plus lent aussi. Le métabolisme de la femme est plus lent.
Et puis, il y a des périodes de vulnérabilité de la glande mammaire, in utero, à la puberté, à la grossesse et aussi à la ménopause, qui fait que la glande mammaire en particulier va être plus vulnérable aux polluants. Alors encore une fois, les études sont difficiles à faire et à interpréter parce que c'est ce qu'on appelle les difficultés méthodologiques, hein. Donc c'est difficile de monter des études qui vont nous permettre d'avoir des résultats intéressants parce que déjà au niveau des expositions, les expositions elles sont variables au cours du temps. Les personnes qui vont les sujets vont être mobiles dans le temps et dans l'espace, hein, au cours de leur vie. Il y a des polluants et des sources multiples auxquelles on est exposé. Il peut y avoir aussi des expositions chroniques à des faibles doses et donc le risque peut être plus faible. Et là, il va falloir un nombre de sujets vraiment très important pour avoir des résultats statistiques. On a aussi les effets cocktails. Donc ça va être difficile ça peut être difficile voire impossible de vraiment euh, voir la responsabilité de telle ou telle substance. Les mécanismes aussi sont multiples. Il y a des fenêtres de sensibilité critique, hein, ça on l'a vu. Donc c'est vrai il peut y avoir des études à des moments qui vont pas être intéressants du tout, qui vont être chez l'adulte et qui vont pas montrer de résultats, alors que si on avait fait la même étude chez, chez la femme enceinte ou dans la petite enfance ou ou même pendant la transition ménopausique, on aurait pu avoir des résultats. Et puis on peut avoir des périodes de latence qui sont différentes suivant les produits, hein. C'est-à-dire la période entre le moment où on va être exposé à un produit et le moment où le cancer du sein va apparaître. Pour le distilbène, hein, on va en parler, bah, cette période de latence, elle est très longue. Et pour le traitement hormonal de la ménopause, elle est beaucoup plus courte. Alors, dans le cancer du sein, pour le cancer du sein, donc par rapport à cette pollution chimique, on sait qu'il y a un rôle prépondérant de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Alors, ce rôle, il est maintenant reconnu. Santé publique France euh, euh, a, a reconnu que les perturbateurs endocriniens étaient impliqués dans 31 maladies chroniques graves, dont le cancer du sein. On a maintenant quand même beaucoup de données à partir d'expositions accidentelles, comme l'accident de Seveso. On a des études épidémiologiques aussi qui nous aident et des études expérimentales, donc chez l'animal et sur des cultures cellulaires. Donc ça, c'est important d'avoir toutes ces données pour pour arriver à un consensus. Alors, concernant les perturbateurs endocriniens, euh, quelles sont les affirmations vraies? Les perturbateurs endocriniens sont surtout dans les plastiques, sont des substances qui perturbent le système hormonal. Une quantité importante de substances est nécessaire pour avoir un effet délétère. Et plusieurs perturbateurs endocriniens peuvent se mélanger entre eux et donner un effet cocktail. Alors, les perturbateurs endocriniens sont des substances qui perturbent le système hormonal, mais on va le revoir. Effectivement, il peut y avoir des mélanges de perturbateurs endocriniens avec des effets cocktails, c'est-à-dire des effets augmentés. Euh, les perturbateurs endocriniens, bah, ils sont dans les plastiques, mais pas seulement. Il y a des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, dans
tout ce qui nous entoure dans les canapés, enfin, on va le revoir. Et non, on va le revoir aussi, des faibles doses peuvent avoir des effets. Alors, un petit rappel sur le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est en fait le système hormonal. Alors, le système hormonal, ça va être des glandes endocrines qui vont sécréter des molécules qu'on appelle les hormones. Et les hormones, c'est une sorte de messager qui va agir sur d'autres organes et qui va provoquer une réponse de leur part. Les glandes, elles communiquent entre elles et c'est un système très complexe. Et le système endocrinien, il a un rôle fondamental dans le fonctionnement de l'organisme, son développement, sa croissance, la reproduction et le comportement. Hein, vous voyez qu'il y a vraiment des... C'est vraiment... le système endocrinien a un rôle primordial. Alors, les perturbateurs endocriniens, eh ben, ça va être le grain de sable euh, qui va faire dérailler le système. Hein, la définition d'un perturbateur endocrinien, c'est une substance exogène, c'est-à-dire extérieure à l'organisme, qui est capable d'interférer avec le fonctionnement du système endocrinien. Alors, il y a trois modes d'action. Le perturbateur endocrinien, il peut mimer l'action d'une hormone, ou il peut bloquer l'action d'une hormone, ou il peut modifier l'action de l'hormone. Alors, comme on le disait, hein, les perturbateurs endocriniens, bah, ils sont partout autour de nous, hein. Ils sont dans les canettes, dans les lingettes, dans les canapés, dans les pesticides, dans comment, les tickets de caisse thermo, je sais plus quoi, thermo. Enfin, je sais pas, je crois que ça a été interdit, je crois qu'il n'y en a plus maintenant, mais voilà, on en a eu pendant longtemps. Euh, euh, tout ce qui est vernis, cosmétiques, etc., dans les jouets des enfants qui vont porter à leur bouche, dans les poils Tefal, dans les bouteilles plastiques, les lentilles de contact, les cols, enfin voilà, c'est vraiment, ils sont vraiment partout. Alors, les perturbateurs endocriniens, ils ont certaines caractéristiques qui sont importantes. Ils peuvent agir à de très faibles doses. Hein, et contrairement à la toxicologie ancienne qui disait que c'était la dose qui faisait le poison, les perturbateurs endocriniens, au contraire, ils peuvent agir à de très faibles doses, puisqu'une hormone, ça peut agir à des doses très faibles. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que les normes ne vont pas nous protéger. Hein, les seuils de toxicité, ça ne va pas nous protéger puisque les perturbateurs endocriniens ils peuvent agir à des doses vraiment très faibles. Les perturbateurs endocriniens, ils peuvent s'accumuler dans les graisses de l'organisme. Ça aussi, c'est important. Euh, on sait par exemple que qu'en cas d'amaigrissement très important, il va y avoir un relargage des perturbateurs endocriniens dans l'organisme, dans la circulation générale. Et donc, c'est important lorsque des patients vont avoir un amaigrissement important et ensuite un désir d'enfant. Hein, donc, c'est important de de différer à ce désir d'enfant parce il y a des, de nombreux perturbateurs endocriniens dans l'organisme à ce moment-là. L'effet cocktail, hein, on en a parlé, donc c'est plusieurs perturbateurs endocriniens qui vont avoir un effet synergique, hein, donc ça va augmenter euh, leur, euh, leur effet délétère. Il peut même y avoir euh, plusieurs molécules ensemble qui ne vont pas avoir d'action, mais par contre, lorsqu'elles sont plusieurs molécules pardon, prises séparément qui ne vont pas avoir d'action sur l'organisme, mais par contre, quand elles vont être mélangées, quand elles vont être ensemble, là, il va y avoir un effet délétère pour l'organisme. Il y a trois périodes critiques d'exposition: la femme enceinte, le petit enfant et au moment de la puberté.
Il va y avoir aussi un effet différé, c'est-à-dire que une exposition à un perturbateur endocrinien in utero ou dans la petite enfance va pouvoir entraîner un cancer du sein à l'âge adulte ou un autre cancer ou un autre effet de santé, hein. Là, on parle du cancer du sein, mais les perturbateurs endocriniens ont beaucoup d'autres effets sanitaires, hein. Et c'est à l'origine donc du concept des origines développementales de la santé et des maladies, hein, c'est-à-dire une exposition au début de la vie ou in utero et ça va influencer sur la vie adulte. Et puis, il va y avoir des effets aussi transgénérationnels, hein, puisque lorsqu'on va être la dame qui mange une pomme, c'est comme si elle était exposée, voilà, s'il y a plein de pesticides sur sa pomme, et ben, ça va agir sur le fœtus, mais aussi sur les gamètes, hein, les cellules reproductrices du fœtus. Donc, il peut y avoir comme ça plusieurs générations qui peuvent être impliquées. Alors, les mécanismes des perturbateurs endocriniens sont dits épigénétiques. Alors, la génétique, on connaît bien, hein. La génétique, c'est notre génome, hein, qui est stable, qui est identique dans chaque cellule. On hérite tout ça de nos parents. Et puis, lorsqu'il y a une anomalie, on appelle ça une mutation. Et cette mutation, elle va être transmissible à la descendance et elle est irréversible, hein. Tandis que l'épigénétique, en fait, ça va être la manière dont les gènes vont être utilisés dans la cellule, la manière dont ils vont être exprimés. Donc ça va dépendre de l'environnement, hein. C'est l'environnement au sens large, hein. Ça peut être aussi le stress ou des traumatismes dans l'enfance, etc., qui peuvent agir au niveau épigénétique. Et donc ça peut modifier donc le génome. Cette anomalie, elle est transmissible et surtout, elle est réversible. Voilà, alors à côté des caractéristiques, voilà, on a vu un peu les caractéristiques des perturbateurs endocriniens. On va voir maintenant un petit peu les études, euh, comment on a mis en évidence que les perturbateurs endocriniens avaient une influence sur le risque de cancer du sein. Alors déjà, il y a les études sur le Distilbène qui nous ont appris beaucoup de choses. Le Distilbène, c'est un œstrogène de synthèse qui s'appelle le diéthylstibestrol, qui a été prescrit à des millions de femmes depuis 1948, qui a été interdit en 1971 aux USA et en 1977 en France. Il était prescrit en fait pour éviter en cas de menace de fausses couches, pour éviter les fausses couches. Euh, et en fait, on a montré que pour les femmes qui avaient été traitées par le Distilbène, donc les mères traitées avaient un risque de cancer du sein qui était augmenté de 35%. Et pour la deuxième génération, donc les filles qui ont été exposées in utero, eh ben, elles avaient un cancer du sein qui avait le risque de cancer du sein multiplié par 2 avant 40 ans et par 3 après 50 ans. Hein, donc, les études sur le décilibène montrent bien que on a une augmentation du risque de cancer du sein sur 2 générations. Il y a aussi le DDT qui nous a appris pas mal de choses. Le DDT, c'est un insecticide organochloré perturbateur endocrinien euh, qui a été très largement utilisé, vraiment à grande échelle à partir des années 40 et jusque dans les années 70-80. Vous voyez, il était utilisé vraiment dans la maison pour protéger les enfants des insectes, enfin dans les placards partout. Euh, et c'est un insecticide qui est persistant dans l'environnement. On retrouve toujours du DDT dans l'environnement. Et donc, il y a des études qui ont montré que
le risque de cancer du sein avant 50 ans, il était multiplié par 5 chez les femmes qui avaient été les plus exposées avant l'âge de 14 ans. Donc, ce sont des expositions en fait à l'adolescence. Et le risque de cancer, il était multiplié par presque 4 pour les filles dont les mères ont été exposées pendant leur grossesse. Donc, exposition in utero. Hein, donc là, on voit bien l'influence du moment de l'exposition. Les PCB, hein, les polychlorobisphéniles, ce sont des composés industriels qui ont été interdits en 1987. C'était dans les transformateurs électriques, les peintures. Et ce sont eux aussi des produits persistants dans l'environnement qu'on retrouve toujours, notamment dans les aliments d'origine animale, parce que ce sont des produits qui sont très lipophiles, c'est-à-dire qui ont une affinité pour le gras. Donc, ils sont dans les, ils sont, on les retrouve dans le lait, le beurre, etc. Alors, il y a des études qui ont montré que le taux pendant la grossesse était prédictif du risque de cancer du sein dans les 30 ans. Mais on sait aussi que certains types de PCB semblent protecteurs parce qu'il y a certains types de PCB, ils ne sont pas tous les mêmes. Il y a certains types de PCB qui sont anti-œstrogéniques, donc qui semblent avoir un effet un peu plus protecteur. Alors, il y a le professeur Fénichel qui a beaucoup travaillé sur les perturbateurs endocriniens, qui avait fait une étude à Nice qui avait montré que plus ce type de PCB, le PCB 118, était élevé pendant la grossesse, plus le risque de cancer du sein était important. Et puis, il y a eu aussi une étude sur des chiennes, hein, en une étude vétérinaire qui montrait qu'il y avait une corrélation entre les taux élevés de PCB 118 et une malignité des tumeurs mammaires, donc qui vont dans le même sens. Le bisphénol A, il est utilisé massivement depuis les années 60 dans la fabrication de certains plastiques parce que ça les rend incassables et dans la fabrication de certaines résines qui sont enfin, pour éviter la corrosion. Il y a plus de 3 millions de tonnes de bisphénol A qui sont produites chaque année. L'utilisation du bisphénol A est interdite dans les biberons en 2011 et dans les contenants alimentaires depuis le 1er janvier 2015. Mais il y a le problème des bisphénols de substitution qui ne semble pas être mieux, voire peut-être pire. Alors, il y a beaucoup d'études in vitro et chez l'animal pour le bisphénol A, notamment des études chez le rongeur qui sont intéressantes, qui sont vraiment intéressantes, parce qu'il faut savoir qu'il y a une similitude de structure entre la glande mammaire humaine et la glande mammaire des rongeurs. Et il y a la même régulation hormonale de la croissance des cellules mammaires. Et en fait, chez le rongeur, il y a beaucoup d'études qui ont montré que des expositions prénatales et postnatales au bisphénol A va provoquer, suivant la période d'exposition, des modifications du tissu de la glande mammaire. Hein, vous voyez, ça c'est avant et après. Et en fait, ces modifications vont augmenter le risque de cancer mammaire si les rongeurs vont être exposés à un carcinogène à la puberté ou à l'âge adulte. Hein, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Donc, modification des tissus de la glande mammaire. Et ces modifications font que la glande mammaire, elle va être beaucoup plus vulnérable à d'autres cancérogènes à l'âge adulte. Les PFAS, hein, les fameux PFAS dont on parle beaucoup et depuis quelques mois. On sait qu'on a une augmentation du risque de cancer du sein en lien avec l'exposition aux PFAS, notamment avec certains sous-types. Ça a été rapporté dans un certain nombre d'études et de méta-analyses. Les méta-analyses, une méta-analyse, c'est quand on regroupe plein d'études
pour pouvoir avoir une puissance statistique plus importante, on va les pouler et puis on va regarder les résultats pour essayer d'en tirer un consensus. Alors, il y a une cohorte prospective française qui s'appelle E3N Génération, qui a mis en évidence une relation entre l'exposition à certains PFAS et le risque de cancer du sein pour les cancers du sein avec des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone, donc les cancers du sein hormonosensibles. Il y a aussi d'autres associations positives, mais qui n'étaient pas statistiquement significatives, qui ont été suggérées pour des PFAS. Voilà, enfin mais bon, on pense que cette absence de lien est due à une hétérogénéité importante des études et à des évaluations limitées. euh, Encore une fois, pendant des périodes qui pourraient être intéressantes, pendant la puberté ou pendant la grossesse. Les dioxines, on a une augmentation du risque qui a été montrée après l'accident de Céveso chez les filles en période péripubertaire. Donc là encore, on voit l'importance de la période. Et puis, il y avait une augmentation du risque aussi avec les anciens incinérateurs. Depuis, les nouveaux incinérateurs ont évolué. Actuellement, il n'y a pas d'association qui a été montrée entre l'exposition à des dioxines dans l'air et dans l'alimentation et le risque de cancer du sein. Alors, il y a d'autres études qui ont été faites avec d'autres perturbateurs endocriniens. Il y a beaucoup d'études sur les phtalates aussi, les parabènes, etc. Il y a toujours une importance entre la période d'exposition, c'est vraiment important, pendant la grossesse, pendant la puberté ou à l'âge adulte. Voilà, donc par rapport à ces molécules vraiment perturbatrices endocriniennes, on a vraiment un consensus pour dire qu'elles ont un rôle dans la survenue de cancer du sein. Alors, on va élargir un petit peu pour parler des pesticides, pesticides et cancers du sein. Et donc, je me suis basée sur le rapport de l'INSERM, que vous connaissez sans doute, qui est les nouvelles données de 2021, qui a fait vraiment une revue de la littérature internationale par des experts reconnus pour, pour, euh, pour voir en fait quels étaient les liens entre pesticides et effets sur la santé. Donc, par rapport au cancer du sein, les conclusions de l'INSERM, c'est qu'il n'est pas possible d'établir de lien convaincant entre l'exposition aux pesticides, professionnels ou environnementaux, et la survenue d'un cancer du sein. Voilà, donc ça, c'est leur conclusion. Alors, il y a quand même certaines études qui sont issues d'une grosse cohorte américaine qui montrent que l'exposition professionnelle à certains insecticides pourraient être associés à un risque augmenté de cancer du sein, mais ces études sont à la limite de la significativité, donc il faut des travaux complémentaires. Euh, la majorité des études a porté sur des périodes d'exposition à l'âge adulte, mais encore une fois, qu'en est-il des périodes d'exposition critiques? Et on va le voir, il y a des données quand même de mécanismes qui sont intéressants. Par exemple, là, il y a donc des études qui ont été faites sur des lignées cellulaires qui montrent que les néonicotinoïdes, eh ben, ils auraient des effets pro-aromatase. L'aromatase, une enzyme qui est impliquée dans la transformation des androgènes en œstrogènes. Donc c'est intéressant avec alors ça c'est à faible dose, cet effet pro-aromatase. Vous voyez qu'à forte dose il y a peu d'effet et à forte dose il va y avoir un effet
qui va entraîner une augmentation de la production d'œstradiol, d'œstrone, et une stimulation d'un récepteur. Donc, ce sont des données qui montrent que certains néonicotinoïdes donc, sont perturbateurs endocriniens, enfin ont un rôle de perturbation endocrinienne. Pour le glyphosate, on montre aussi, ces données ont montré aussi qu'à forte dose, il y a peu d'effets. Et par contre, à faible dose, on va avoir des effets pro-œstrogéniques avec des accélérations de la croissance tumorale. Donc, vous voyez qu'il y a, euh, pour l'instant, c'est difficile d'affirmer que l'exposition aux pesticides augmente le risque de cancer du sein, mais il y a quand même des arguments euh, qui expliqueraient comment ça pourrait se passer. Et encore une fois, on l'a vu du fait de- des facteurs de risque encore une fois que le cancer du sein est un cancer multifactoriel, c'est extrêmement difficile, par exemple chez les agricultrices, de mettre en évidence que l'exposition aux pesticides va augmenter le risque de cancer du sein parce qu'il y a plein de facteurs qui vont intervenir, comme l'activité physique, l'alimentation, etc. Et c'est pas toujours pris en compte dans les études. Et enfin, euh, voilà, c'est assez compliqué. Alors, on va parler aussi de la pollution de l'air, euh, parce il y a des études aussi qui sont intéressantes. On sait que, il y a plus de cancers du sein dans les grandes villes par rapport aux zones rurales, et aussi que les femmes qui sont nées en zone urbaine ont un risque plus élevé que celles qui sont nées en zone rurale. Encore une fois, l'importance de le moment de l'exposition. Alors, on sait que la pollution de l'air extérieur dans son ensemble et les particules fines en particulier sont classées cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer. La pollution de l'air, c'est un mélange complexe de multiples polluants et les études suggèrent, hein, il n'y a pas encore assez d'études, mais les études suggèrent une association positive entre le risque de cancer du sein et plusieurs polluants tels que les particules fines, les PCB, on l'a vu, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les dioxines, le benzoapyrène et le cadmium. Il faut savoir, bah oui, les PCB, les dioxines, le cadmium, ce sont des perturbateurs endocriniens. Le dioxyde d'azote, une étude a montré qu'à peu près, on estime que 1700, presque 1700 nouveaux cas de cancer du sein seraient attribuables au dioxyde d'azote chaque année en France. Et il y a une étude qui a été faite à Lyon, l'étude Xener, qui montre qu'une augmentation de 9% du risque de cancer du sein a été montrée chez les femmes les plus exposées au dioxyde d'azote. Et ça, c'est en accord avec les données de la littérature. Donc, en fait, on peut dire que le trafic routier, parce que c'est lui le principal contributeur aux concentrations de dioxyde d'azote, et c'est lui qui est responsable des concentrations élevées qui sont mesurées à proximité des axes routiers, en fait, on peut dire qu'il est susceptible d'augmenter le risque de cancer du sein. Il y a une grosse méta-analyse que vous avez là qui l'a montré. Mais il semble qu'il y ait une faible ampleur de l'effet. Et là encore, les études sont très hétérogènes, donc c'est toujours difficile de conclure. Voilà une diapositive pour encore une fois, mais je pense que vous l'avez compris, qu'il y a des périodes de sensibilité critique pour le risque de cancer du sein, donc in utero, à la puberté, la grossesse, la ménopause, hein, il y a voilà, quelques études qui l'ont montré, mais il y en a beaucoup d'autres. Quelques mots sur l'effet cocktail. Il y a une étude espagnole qui avait montré que les femmes exposées à des niveaux élevés de 16 pesticides combinés avaient 6 fois plus de risque de développer un cancer du sein. Et puis il y a l'étude Nutrinet Santé qui avait montré que
à certains profils caractérisés par une exposition élevée à un mélange de ces pesticides, il y avait une augmentation du risque de cancer du sein chez les femmes en surpoids ou obèses. Alors, quelques mots sur l'alimentation bio. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vrai? Manger bio diminue le risque de cancer du sein. C'est vrai, c'est faux ou on ne sait pas? Alors, moi, je suis comme vous, hein, je suis persuadée que c'est vrai, mais euh, l'honnêteté m'oblige à dire que scientifiquement, il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour l'affirmer. Mais, vous le savez sans doute, il y a deux études, dont une française, l'étude Nutrinet Santé, une grosse étude sur avec la cohorte Nutrinet Santé, donc qui est une cohorte vraiment très importante de personnes qui répondent à des questionnaires très poussés et éventuellement aussi il peut y avoir des prises de sang, etc. Donc une grosse cohorte française. Et cette étude a montré une réduction du risque de cancer de 25% à toute localisation, donc tout cancer confondu, et de 34% de cancer du sein après la ménopause, et également 75% de lymphome, hein, ce qui est énorme. Alors voilà les résultats de ces études. Bon, il y a de cette étude notamment. On sait aussi que l'alimentation issue de l'agriculture biologique, elle est plus riche en micronutriments qui sont bénéfiques, plus riche pour les végétaux ou en oméga 3 pour le lait et les viandes. Il y a peu ou pas de pesticides dans les produits bio, hein, dans l'alimentation bio et de métaux lourds, notamment de cadmium euh, qui est perturbateur endocrinien. Et puis, on ne sait pas trop en fait quel est le risque des résidus de pesticides dans un régime riche en végétaux. Lorsque ces végétaux sont issus de l'agriculture conventionnelle, hein, c'est pas du tout évalué, hein, parce que vous savez, on incite les personnes à avoir une alimentation riche en fruits et légumes, hein, 5 fruits et légumes par jour, on nous le serine assez. Oui, quid des résidus de pesticides dans cette alimentation? Voilà, donc en conclusion, le cancer du sein, donc premier cancer de la femme, en augmentation, notamment chez les plus jeunes. La France a malheureusement le plus haut taux d'incidence au monde. C'est très difficile de démontrer des liens. Le cancer du sein, c'est un cancer multifactoriel. On est exposé à des multiples polluants. Et dans les études, les périodes critiques de vulnérabilité sont rarement prises en compte. Mais vous l'avez vu quand même, hein, et voilà, j'ai mis que les études les plus caractéristiques, hein, mais il y a beaucoup d'autres études, notamment d'études in vitro et chez l'animal. Hein, et toutes ces preuves, elles s'accumulent. Maintenant, le rôle des perturbateurs endocriniens, il est reconnu, mais ça ne veut pas dire qu'il est pris en compte. Réduire son exposition à la pollution chimique, elle est indispensable, mais c'est insuffisant, hein. On peut pas beaucoup réduire son exposition. On a quand même un pouvoir de consommateur, un petit clin d'œil. Coluche disait, quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça ne se vende pas, bah ouais. Et puis il y avait aussi, j'avais trouvé ça je crois, sur Internet, t'achètes un produit, t'achètes le monde qui va avec. C'est pas faux.
Mais voilà, là encore une fois, la responsabilité, elle doit pas être mise sur l'individu. La réponse, vous le savez, hein, puisque vous êtes dans secret toxique, c'est pas par hasard. La réponse, elle peut être que politique.